Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce cabaret des curiosités. Mon nom est Audrey Martel et c'est avec grand plaisir que je vais animer la soirée de ce soir où on va être à la rencontre de 6 auteurs et autrices qui vont venir lire des extraits de leurs plus récents livres. Alors, le cabaret de curiosité, c'est un nom qui est très inspirant. Je trouve que peut-être poser quelques problèmes à nos lecteurs de ce soir. Ça fait bien sûr référence au cabinet de curiosité, dont j'ai sorti une petite définition pour nous mettre dans le ton. Donc, un cabinet de curiosité, c'est apparu en Europe à la Renaissance. C'était des endroits insolites dans lesquels étaient amassés des objets hétéroclites et curieux, regroupant dans la même pièce du sol au plafond, crânes humains, animaux empaillés, chimères, globes, sirènes, coquillages, cornes de licorne et autres bizarreries. Ils fascinaient par leur caractère extravagant, fantastique et parfois effrayant. J'ai bien hâte de voir de quelle façon ça va avoir inspiré nos auteurs et autrices de ce soir. Pour l'ambiance musicale, nous avons la chance de compter sur le talentueux Joss Tellier. Joss est influencé par le jazz, le rock, le folk, la musique française. Ses références sont profondes et diverses et lui procurent une vision musicale composite et unique. On l'a vu sur scène aux côtés de Dumas, Fred Fortin et Ricky Lee Jones et Daniel Bélanger, entre autres. Il est également actif dans la musique de film. Il a récemment travaillé sur le magnifique film « À tous ceux qui ne me lisent pas » de Yann Giraud. Merci d'être avec nous, Joss, à la musique. Donc, il va accompagner toute la soirée les auteurs. Il va les suivre dans leur lecture, accompagner le texte, s'adapter au registre. Donc, sans plus attendre, je vous présente tout de suite notre premier invité. Parfois blasé par l'extraordinaire, parfois fasciné par la banalité, David Cloutier a toujours regardé le monde autour de lui comme s'il n'en faisait pas partie lui-même. Ayant sans cesse l'impression d'être ni le spectateur ni l'artiste, il se retrouve souvent assis entre deux chaises, sauf ce soir, à observer la vie défiler. David habite à Montréal. La vie fabuleuse des gens fabuleux, son premier livre, raconte une quête à la fois banale et extraordinaire où les personnages affrontent leurs démons sans peur du tabou, avec un humour tranchant et une grande humanité. David, la parole est à toi. Merci. Je vais lire des extraits du personnage de Léo, qui est un des 3 personnages du roman. Léo est escorte. Dénoncez-moi à la police, je suis une guidoune. J'ai eu 4 clients cochons, consommateurs de ma beauté suprême, cette semaine. Un record. Je rentabilise ma beauté et la partage avec le monde entier. Un grand cœur, c'est ça que j'ai. Avant un rendez-vous, je prépare toujours mon intérieur à grands coups de jet d'eau dans mes fesses. J'ai de la classe. Je vends le rêve, un cul propre à la fois. J'ai lu quelque part que ce n'est pas bon pour la santé, se faire des lavements trop souvent. Pas grave, il y en a beaucoup, des affaires qui ne sont pas bonnes pour la santé, puis on les fait pareil. Se détruire la flore intestinale, je m'en vais travailler. Ce n'est pas fatal, ça fait partie du métier. Wow! En plus, ça rime ce que je dis. Est-ce que c'est ça, de la poésie? Plouch, plouch, l'eau qui tombe dans la toilette. Plouch, plouch, je suis un poète. Mes clients cochons se permettent de réaliser leurs fantasmes. C'est déjà moins pire que de ne rien se permettre du tout. Mais, quand notre heure ensemble est terminée, ils ne semblent pas plus heureux ou assouvis, juste plus mélangés. Pourtant, je suis vraiment bon. Peut-être que c'est parce qu'ils ne recherchent simplement pas leur dopamine à la bonne place. Peut-être que mon beau cul, c'est de la dopamine cheap. Un fantasme, ce n'est pas toujours fait pour être réalisé. C'est ça que j'ai compris. Avant, je pensais que réaliser ses fantasmes, c'était profiter de la vie. Mais non. Après avoir réalisé un fantasme, tu constates que c'était juste magique dans ton imaginaire. Tu te sens encore plus vide qu'avant. C'est sûrement comme ça qu'ils se sentent, mes clients cochons, après 1 heure avec moi. Vide. Vide dans les couilles. Vide dans le cœur. C'est capricieux, un corps. C'est complexe. Serais-je un grand scientifique? Il me semblerait bien que oui. Je connais beaucoup de choses. Je sais par exemple que de la dopamine et de la sérotonine, c'est pour ça qu'on vit. C'est pour ça qu'on mange du chocolat et qu'on boit de l'alcool et qu'on fait du sport et qu'on prend de la drogue et qu'on fume et qu'on fait du sexe et qu'on écoute de la musique et qu'on s'achète des chiens. Stimuler ces petits neurotransmetteurs du démon. C'est ça, notre but ultime. Moi, mon cerveau, c'est un maudit contraireux. La dopamine, il croit pas à ça. Grincheux, grincheux, le petit cerveau à Léo. Le psychiatre qui m'a prescrit mes petites pilules du bonheur m'a dit que je souffrais d'anxiété généralisée et de dépression et de peur de l'abandon. Il se pense bon avec ses gros mots médicaux, c'est ça qu'il fait.
Mon ami gay gros dit que je triche avec mes pilules du bonheur. Il dit que c'est injuste que ma vie soit plus facile que la sienne simplement parce que je suis constamment engourdi. Il me dit que la vie, ce n'est pas fait pour être facile et que je ne vis pas pour vrai en ce moment. Moi, je dis, pourquoi ça ne devrait pas être facile, la vie? Pourquoi est-ce que tout a plus de valeur quand c'est dur? En plus, peut-être que ma vie à moi, sans pilule du bonheur, est bien plus dure que la sienne sans pilule. Peut-être que lui, sa vie sans pilule, est même pas si dure que ça. Peut-être qu'il n'a pas le cerveau grincheux, lui. Donc, dans le fond, c'était déjà injuste depuis le début. Savez-vous quoi d'autre qui est injuste dans la vie? Tout. Ma petite pilule du bonheur, c'est pas pour tricher. C'est juste pour que moi aussi, je puisse profiter du chocolat. Sans ma pilule du bonheur, le chocolat goûte la boue. Sans ma pilule du bonheur, toute ma vie goûte la boue. L'autre jour, j'ai regardé un documentaire parce que je suis un grand intellectuel et dans le premier épisode, une pauvre infirmière expliquait qu'elle n'a tellement pas le temps de laver ses patients que les vieux monsieur se retrouvent avec le oui-oui sale et ne sont même plus capables de baisser leur petite peau. Le prépuce de coller dans le smegma. Horreur et stupéfaction. C'est une abomination, c'est ça que c'est. Le seul smegma sur la terre qui ne m'écœurait pas, c'est celui de mon entraîneur sexy précieux. J'en mettrais sur mes toasts de son smegma. J'en mettrais sur mes lèvres en guise de baume. J'en ferais une chandelle et la ferais brûler dans mon appartement afin que mes narines s'imprègnent de ses effluves génitaux précieux. J'enfouirais ma face partout entre ses deux jambes pour respirer son intimité. Je prendrais une grande inspiration afin d'inspirer tout ce que je peux de lui. Je commencerais par la petite section du devant. Ensuite, je descendrais à la petite zone du milieu et, finalement, je terminerais le tout à la section du derrière. 3 arômes différents à seulement quelques centimètres de distance. Une expérience 3 services. Fancy, c'est ça que je suis. Mon entraîneur sexy précieux serait tellement excité qu'il aurait le bout trempe. Le petit bout gluant en ce rendez-vous galant. J'en enduirais mes lèvres et en ferais des bulles. J'ai encore mon cœur d'enfant. Je l'aimerais de toutes les façons. Oh oui, le traiterais comme mon petit bébé doux, des petits colleux et plein de bisous. Ou peut-être souhaiterait-il que je le traite sauvagement, comme tu le désires, mon petit tannant. Oups, je fais encore rimer mes mots. Je deviens poète quand ça tourne vite dans mon coco. Des fois, quand je me lave les oreilles, je renifle le Q-tips après. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je trouve ça réconfortant, l'odeur de cire d'oreille. Ou peut-être que je suis juste écœurant. Je m'en fous, je m'assume. Il y a des odeurs qui puent, mais qui sont réconfortantes, comme ma cire d'oreille. L'odeur du printemps aussi est réconfortante. J'aime ça, le printemps. C'est ma saison préférée parce qu'elle annonce l'été. L'automne est la saison que je déteste le plus parce qu'elle annonce l'hiver. Le printemps, tout renaît, c'est la vie. L'automne, tout meurt, c'est la mort. Les gens qui aiment l'automne sont bizarres. Beaucoup de gens aiment l'automne, mais beaucoup de gens sont bizarres aussi. Hier, mon client cochon n'était pas gentil avec moi. Il m'a fait mal aux fesses. Il faut toujours y aller doucement au début, dans mes fesses. Lui, il voulait pas. Il était pressé du oui-oui. Il voulait y aller fort dès le départ dans mon pauvre petit cul pas détendu. Pris au dépourvu, c'est ça qui était, mon pauvre petit cul. Habituellement, il sait ce qui s'en vient. Il a le temps de se détendre la paroi. Pas cette fois. J'ai eu mal et je lui ai crié « Calme-toi! » Parfois, lorsqu'un client a un trop gros oui-oui, je sniffe du poppers. Du poppers, c'est une drogue qui me détend la zone. Sinon, je fendrais. Je fendrais de la zone. Je me retrouverais avec une deuxième craque de fesses. Peut-être que je pourrais charger plus cher si j'avais 2 craques. Non, l'important, c'est la qualité, pas la quantité. Le client cochon pas gentil voulait que j'avale son sperme. Ça m'écœurait. Pourtant, mon entraîneur sexy précieux me donnerait une grosse tasse chaude pleine de son sperme et je la boirais à la paille avec plaisir. Je me gargariserais avec. Du concentré de lui que je dégusterais. Aucune goutte ne serait gaspillée. Je lui tordrais le oui-oui pour être certain qu'il ne reste plus rien. Pourquoi, lorsqu'on trouve un garçon de notre goût, son sperme nous écœure moins? Du sperme, c'est du sperme, peu importe que le gars soit beau ou non. Est-ce qu'une pomme goûte meilleure quand son pommier a de plus belles feuilles? Non. Ou peut-être que oui, au fond. De toute façon, je pense que je commence à être tanné d'en manger, des pommes. Plus tu en manges, plus tu risques de tomber sur une pomme pourrie. Peut-être que j'en ai trop mangé. Peut-être que j'ai plus d'émail sur les dents. Peut-être que je devrais effacer mon profil sur le site d'Esca. J'ai même pas besoin d'argent de toute façon. De l'argent, c'est juste du papier puis des chiffres. Mais l'émail sur les dents, c'est important. Sans émail, se nourrir devient douloureux. Merci. C'était David Cloutier.
Alors, des chandelles au smegma, ça met quand même la table pour la scène. On salue les enfants dans la salle également. Donc, on poursuit avec Raluca Antonescu. Née à Bucarest en 1976, Raluca est arrivée en Suisse à l'âge de 4 ans. Elle a vécu une partie de son enfance dans un village suisse alémanique avant de s'établir à Genève. En parallèle à son activité d'écriture, elle enseigne les arts visuels. Raluca a publié 3 romans aux éditions La Braconnière. Ces textes s'intéressent principalement à la transmission générationnelle, au rapport à la nature sauvage et apprivoisée, ainsi qu'à la recherche identitaire. Inflorescence, son plus récent roman, se situe à la jonction de la nature writing et du féminisme. Ce texte, servi par une écriture sensorielle, particulièrement marquée par le sens du toucher, a une sensibilité très contemporaine. Raluca, la parole est à toi. Bonsoir. L'extrait que je vais lire, il se situe dans un lotissement résidentiel à la fin des années 60. C'est juste pour que vous placez un peu plus le contexte. Ce n'est pas aujourd'hui. Les seuls animaux admis étaient tenus en laisse, perchés dans des cages ou macérés dans des bocaux ronds. Alors, lorsque la pie était apparue un été, elle ne pouvait que mettre la résidence la tête à l'envers. Elle aussi jasait, comme les terreaux, et son cri rauque brisait sans pitié la fine couche de glace qui se déposait patiemment sur le quotidien. Car le lotissement n'était pas un lieu pour la nature qui crie. Il ne supportait d'ailleurs aucun cri, quel qu'il soit. Même les enfants étaient incroyablement silencieux. C'était peut-être ce qui exacerbait leur cruauté. Très vite, l'oiseau commença à rentrer dans les maisons, chapardant de la nourriture et même de petits objets. Mais Catherine eut toujours un doute sur cette dernière affirmation, faute de preuves. Un jour, le cri strident de l'oiseau fut suivi d'un puissant hurlement humain. Bernie était sorti en courant de sa maison. La pie, après s'être introduite dans sa cuisine, lui avait piqué les mains et la tête pour lui dérober son repas. Des nouilles en train de cuire, avait-elle précisé en octant. Sa voisine, une phobique nommée Lucie, initia le mouvement en fermant portes, fenêtres, volets et en vivant cloîtré. Tout le monde ne put que constater les dégâts sur ces jardinières desséchées, la pauvre n'osant plus sortir pour les arroser. Dans la rue principale, Catherine vit plusieurs habitantes munies de tapettes à mouches, de raquettes de badminton ou encore de sprays répulsifs. Insaisissable, la pie continuait de jacasser. Perchée sur une branche ou sur un toit, elle exhibait fièrement son opportunisme strident. Ce qui déclencha les mesures répressives furent les problèmes d'hygiène. Le nombre de parasites transportés et déposés dans les maisons par le volatile finirent par enflammer la rue. Sans parler des chiures, intolérables. Certaines allées furent généreusement aspergées de désinfectants. Toutes les discussions tournaient autour des derniers agissements de la pie. Bientôt, plus personne ne disait simplement « la pie » ou plus trivialement « l'oiseau ». Devant les enfants, les parents parlaient du monstre, du danger. Lorsqu'ils pensaient avoir mis à l'abri les oreilles innocentes, ils laissaient libre cours à leur haine en crachant la garce, la salope, la pute. Une parfaite haine collective s'entretint et s'attisa au quotidien pour croître et enfler de jour en jour. Jamais les habitants de la rue des Cèdres n'avaient discuté avec autant de passion. Les joues rosissaient d'un regain de sang, les yeux rayonnaient. Chacun rivalisait d'anecdotes où il l'avait aperçu, faisant ceci ou cela. Ces déjections étaient largement recensées. Ceux qui ne la voyaient jamais devinrent louches. La plus active dans les revendications et les propositions pour exterminer la pie était Betty, de son vrai nom Bénédicte. La jeune mère, avant le péril évident du volatile carnassier, promenait sa progéniture à peine née, avec une fierté tapageuse et une poussette dernière cri. Il n'était plus possible pour elle de s'exhiber ainsi et de prendre le risque de voir ses bras lacérés au comble de l'horreur, de voir son fils perdre un œil ou un doigt. Elle hurlait à qui voulait bien l'écouter ses menaces de la clouer, elle écartée, sur un des cèdres de la rue, pour servir d'exemple. Et même si, à ce moment-là, certains baissèrent les yeux en se disant qu'elle allait trop loin, personne ne mit fermement fin au délire.
La pie avait réveillé les bruits, attisé les cris. Les habitantes criaient parce qu'elles la voyaient, criaient pour la chasser, criaient pour l'insulter, ne pouvant plus s'empêcher de crier pour raconter ce qui s'était passé. Le bruit ne devait pas rester la propriété exclusive de la pie. Parfois, les cris résonnaient en même temps dans des endroits différents. Il fut facile d'en tirer la conclusion que la pie s'était dédoublée, qu'elle avait attiré ses congénères et que bientôt elle serait en nombre tel qu'elle chasserait tous les habitants de leur maison. L'hystérie collective avait atteint son paroxysme. Des traparas furent installés sur les balcons, rebords de fenêtres, dans les jardinières et même sur les perrons, ce qui provoqua quelques incidents gênants avec des enfants imprudents. Les ateliers hebdomadaires de fabrication de cookies expérimentaux furent provisoirement remplacés par la fabrication de croquettes de viande fourrées à la mort au rat. 2 chats furent empoisonnés ainsi qu'un cocker qui agonisa pendant une semaine. Une dizaine d'oiseaux trépassèrent, des merles, une mésange et surtout des moineaux. Mais pas la pie. Certaines rumeurs commencèrent à lui attribuer des dons surnaturels. Et le parallèle avec le malin, venu les tourmenter, en saisit plus d'un. Il fut étourdissant de constater à quel point l'ennui pouvait pousser au crime et faire éclater la folie ordinaire, décomplexée et parfaitement légitime. La pie, après avoir été cet inattendu révélateur, partit à la fin de l'été comme elle était venue, abandonnant le lotissement en proie à une frustration pantelante. Le malaise s'épingla quelque temps dans la rue. Car comment retourner tranquillement dans les cuisines astiquées, les aires de jeu colorées et les bureaux feutrés, après avoir ardemment eu des envies de meurtre? Comment débarrasser les langues et les gorges de la soif de sang? Mais moi, la pie, je l'ai vue justement empaillée dans un cabinet de curiosité. On poursuit avec Virginie Savard. Née en 1993 dans le vent du fleuve, elle s'assure de toujours se poser près de lui. Après avoir obtenu une maîtrise en études littéraires à l'Université Laval, Yael demeure maintenant à Montréal. Ses poèmes sont notamment parus dans Mobius, Fémicile, Exit et Estuaire. Son premier livre, Forme subtile de la fuite, est paru chez Triptyque en 2020. Yael nous lira aujourd'hui un extrait de son 2e livre, Les deuils transparents, dans lequel Virginie nous encourage à regarder avec tendresse la fragilité de tout ce qui vit et qui, condamné par le passé, laisse des traces de doigts sur nos cœurs. En célébrant ce qui périt, Les deuils transparents rend hommage à notre survie. Virginie? Bonjour. Je sais pas quoi faire avec les disparitions qui s'empilent. Elles bloquent le corridor. Demain, je sais pas si je pourrai sortir. J'extrais des larmes de mes yeux comme un foulard infini de la manche d'un magicien. C'est prodigieux de sentir tout ce qui meurt. Je collectionne les fleurs en feu, les place dans des vases déposés sur le sol partout dans l'appartement. Je n'arrive plus à me déplacer. Les pétales frippent, l'odeur pénètre dans les tissus, les souvenirs vénéneux suintent des pores de ma peau. Me toucher, c'est commencer à mourir. Il fait froid. Je me frotte les mains pour partir un feu d'électricité statique. Les sirènes des remorqueuses répondent à leur propre voix et je leur crie des insultes inaudibles. Elles vont me rendre folle, je le jure. J'imagine des définitions inexactes pour la solitude, l'humidité qui entre par effraction dans l'hiver, les monarques qui ne retrouvent plus le nord, l'enterrement des bulbes à l'automne. Je me colle au calorifère pour simuler l'expérience d'être aimée. La nuit, je rêve au tsunami qui avale le quartier. Le passage incessant des voitures devient le son de vagues qui se précipitent dans les ruelles. Le cri des alarmes du port est étouffé par sa propre obsolescence. Les îles ne sont pas faites pour durer.
Je fais de mon mieux pour consoler les araignées, hors saison, les réchauffer avec mon amour ingrat, tendre des pièges inflammables pour survivre à l'hiver. On contemple ensemble l'équilibre insensé de la neige sur la rambarde du balcon depuis le 8e étage de notre solitude. On se demande comment elle fait pour pas sauter. J'arrose encore mes plantes déjà mortes, je répands leur terre sur le comptoir. Mes yeux creusent l'attente. Les drosophiles se reposent sur nos tragédies domestiquées. Je maîtrise l'art de vieillir prématurément. Les peaux mortes autour de mes ongles ont un goût prononcé d'ordinaire. Levée en boule sur le linoléum, la poussière se repose au son des cloches de Notre-Dame de l'éternelle fatigue. Je lui ai dit, ferme donc la fenêtre qu'on meure en paix. J'entends la détresse du soleil et la sueur des comètes qui dégouttent dans l'évier. Les fenêtres sont ouvertes sur le cri des pigeons qui déboulent distraitement l'escalier. Les lemmings se prélassent dans la canicule jaune. La chaleur somnole. J'entends les plaques tectoniques qui se disloquent et nous rapprochent. Après nous, il restera un monde fluorescent où des ours polaires maigres nageront dans le polystyrène et dans le bonheur. Ils tenteront de se construire un nouvel habitat avec les restants de mélamine, de meubles Ikea, de résignation. Subsistera un hiver, brillant comme un néon, qui indique la sortie. Couché sur le plancher de la cuisine, dans les cales périmées du soir, je suis étonnée de mon pouls. Je croyais trouver là un cri. Mes poumons se pincent, bredouillent des excuses pour mon souffle. Ici, le silence renvoie l'écho d'un village fantôme. Je m'écroule aux funérailles incessantes, je fais une scène, je repasse mes habits noirs, tous les jours le tissu brûle, se désagrège, pâlit. Les deuils se suivent et se ressemblent, mes joues blanchissent comme mes jupes. J'égrène des constellations comme des chapelets, je m'abîme sans grâce. Les échardes enfoncées dans mes os défont la laine de ma robe. Je dis, nous poserons des diachylons sur l'odeur des lilas qui meurent en mai. Nous embouteillerons la mort, un pendentif précieux à cacher entre nos seins. Ma tête est une chimie fragile et les fantômes ondulent en technicolore. Une fille étrange et laide vit chez moi. Ses ongles laissent des marques sur les meubles et sur les portes. Des éclats de peinture se logent dans la peau tendre au bout de mes doigts. Elle danse la nuit, elle coud des breloques sur mes vêtements. Elle dit « J'ai sommeil ». Elle dit « J'ai oublié qui je suis ». Elle descend les escaliers avec la grâce d'un film d'époque, vêtue de la robe de ma tristesse, ornée de la dentelle de mes nerfs, le visage grave, sur ses cheveux trône une couronne mortuaire. Le ciel est éteint. Nos visages ont le halo rouge du décompte interminable de la fin du monde. Nous attendons l'extinction des feux et de l'espèce. Il y a si longtemps que nous sommes dans l'urgence que nous avons désappris la cicatrisation. Un jour, la Voie lactée va se coucher sur Montréal et il n'y aura plus personne pour s'en émouvoir. Je ne connais ni la nuit noire, ni l'horizon sans pylône, ni le fleuve sans pont. Sur mes gardes face au silence, le monde ne m'a pas préparé. Les chemins dans mon larynx déforment le paysage. L'odeur chaude de l'économie étouffe toute protestation. Le vacarme du ressac sur les sables bitumineux ne laisse pas le temps au tympan de s'apaiser. Je m'emporte avec le vent. Mes muqueuses vont prendre feu. Je brûle du gaz pour aller voir la mer. Je me surprends à ne plus respirer. L'île grelotte là-bas. Je panique. Je me perds dans l'espace incohérent qui se creuse entre mes omoplates. Je pourrais me lancer dans l'océan. Je ne trouve pas d'autre solution à son immensité.
Je sens en lui des choses mortes et brillantes, les archives d'un monde qui ne sait plus exister. Les nuages rampent, se blottissent au creux des mangroves. Les montagnes effilochées veillent sur les orages. Elles les bercent puis s'en débarrassent. Il suffit de lire la lumière dans l'épaisseur des mousses pour croire au miracle. Ma tête est un aquarium où les algues se délavent et les poissons tournent à vide. J'y ai posé un oursin diadème et des nudibranches pour la couleur. J'ai dompté un morceau de nature pour le regarder mourir plus vite. Je tends mes paumes face à un vide sans entrave qui s'allonge au-dessus de mon crâne et se bute contre un astéroïde sans que je m'en aperçoive. J'aimerais tenir quelque chose de chaud qui ne mourra pas. Merci. Wow! Quelle belle façon d'entrer dans le texte, hein, que de l'entendre être lu comme ça par son auteur ou son autrice. Moi, ça me chavire. On poursuit avec Isabelle Piette. Isabelle. Saguenayenne de naissance et montréalaise d'adoption. Isabelle partage son temps entre son travail dans une boîte de développement de logiciels, ses deux ados, la course à pied, la lecture et l'écriture. Diplômée en génie électrique, rien de moins, de l'École polytechnique, elle marie ses intérêts pour la science et la littérature avec la science-fiction. Les répercussions de la technologie sur notre quotidien et sur nos relations humaines sont le thème central de son écriture. Le recueil de science-fiction Apocalypse Nord, auquel elle a collaboré, contient 7 textes écrits par des auteurs et des autrices qui sont nés au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou qui y vivent et qui ont accepté le défi d'inventer des futurs possibles ou impossibles à cette région légendaire. Je vous avertis tout de suite après le texte d'Isabelle, va suivre un intermède musical avec notre ami Joss. Donc, partez pas, c'est pas la fin. On va revenir avec les 3 autres lecteurs, écrivains qui suivront. Donc, je vous laisse avec Isabelle. Alors, c'est vraiment un autre registre. Voici, on est ailleurs. En fait, on est en 2075 et puis on suit notre protagoniste, Estella, qui est une immigrante climatique. On la retrouve alors qu'elle est dans l'autobus vers le Saguenay. Un étourdissement la frappe comme une vague et elle ferme les yeux un moment. La dernière fois qu'elle a consulté le GPS de son téléphone, la navette était près d'arriver. C'est la fatigue. Le vol vers Miami, puis l'attente interminable à l'aéroport, à dormir sur le sol, à manger la cochonnerie trop chère des machines distributrices et enfin le stress du vol vers Montréal. Estella sursaute en rouvrant les yeux. Elle a dû s'endormir. Le ciel est menaçant alors que le soleil brillait juste avant. On est dans la ville ou peut-être juste à la limite. C'est très différent des vidéos immersives qu'elle a consultées. Il y a beaucoup d'espace entre les maisons et les commerces à l'air rétro. Étrange, on aurait dû d'abord débarquer au camp de transition en bordure de la ville. Une auto, une de ces grosses antiquités, dépasse l'autobus. Son pot d'échappement crache une fumée épaisse. De l'essence? Ce n'est pas illégal ici? Elle place sa main sur la fenêtre pour cacher les reflets. Un cliquetis métallique de bracelets fins et torsadés accompagne son geste. Des bracelets? Elle n'en portait pas avant de fermer les yeux. Elle les regarde fixement. Juste devant elle, le dossier du siège semble plus haut qu'avant. Et ce n'est plus du tissu de faux velours. Ça a l'air d'être du cuir. Pas du vrai, assurément. Nous voilà rendus. Ce n'est pas la voix de Natalia non plus. Plutôt celle d'une adolescente. Cheveux blonds platine, crêpés en hauteur, peau blanche, yeux au maquillage bleu électrique. Elle porte un casque d'écoute en plastique. Oui, c'est bien du plastique. Les oreillettes sont protégées par une mousse colorée. Pas trop efficace parce qu'on entend des bribes de musique rythmée. Le tout branché sur une boîte rectangulaire jaune qui repose sur les cuisses de l'adolescente. Du plastique aussi. C'est le lecteur, ça? Et qu'est-ce que c'est que ces pantalons? Des jeans délavés? Plus personne ne porte ce genre de truc. Ça fait au moins 50 ans qu'on n'en voit plus nulle part de ces machins trop polluants à fabriquer. Estella jette un œil à ses propres cuisses par curiosité. Ses jambes aussi sont moulées dans le même tissu rugueux. Mais qu'est-ce qui se passe?
Elle doit dormir encore. C'est ça, elle rêve. Elle serre un poing et sent ses ongles mordre dans sa paume. C'est l'un de ses rêves très réalistes alors, où les sensations physiques sont intensément présentes. Elle ferme les yeux, mal à l'aise quand même. L'autobus tourne dans une rue perpendiculaire, tourne encore, ralentit, s'arrête. Ils sont arrivés au terminus. Elle sait qu'elle est au terminus. Son appartement est à distance de marche, mais c'est long. D'habitude, elle prend un taxi. Son appartement? D'habitude, un taxi? Elle n'a pourtant jamais mis les pieds dans cette ville. Trop bizarre, même pour un rêve. Les gens commencent à se lever. Elle n'en reconnaît aucun. Ils ont tous la peau bien blanche, pas un seul hispanique dans le groupe. On met son manteau, on ramasse ses affaires, on se presse dans l'allée centrale en bavardant. Elle se lève à son tour, machinalement, prend son sac de voyage dans le compartiment, lequel n'est plus un compartiment fermé. Son sac est un gros sac à bandoulière en cuir, maintenant, pas en toile. Du cuir, du vrai cette fois. C'est pire que le denain, ça. Elle fouille dedans, pas de téléphone. Des gants, un foulard, un kit de maquillage, des tampons jetables, ah, dégueu. Puis un portefeuille. Son portefeuille, évidemment. La première pièce d'identité qu'elle y trouve est une carte brune et noire avec un coucher de soleil en arrière-plan. Une carte médicale. Encore du plastique. Date de naissance, 8 mai 1960. Bon, ben si elle a toujours 25 ans, l'année courante serait 1985. Mais quel rêve idiot! Elle remet la carte et le portefeuille dans son sac et descend de l'autobus. Le chauffeur sort les valises par la porte de côté de la grosse soute. À ce qu'elle en sait, elle n'en a pas dans ce rêve. Elle n'a que son sac. Le froid lui saisit les os. C'est normal en novembre ici. Elle ne se demande pas comment elle sait ça. C'était juin quand elle a quitté Caracas. Elle enfile le manteau chaud qui se trouve dans son sac, bien entendu, et elle s'engage dans la rue Racine, la rue principale. Les commerces et les boutiques sont familiers. Ici, l'hôtel de ville, juste après, le palais de justice. Des petits magasins en face, tellement archaïques, presque dignes de musée. Sauf qu'au musée, tout est exposé dans de beaux présentoirs, avec des panneaux explicatifs. Ici, ça bouge, c'est vivant, pas de file d'attente, pas de rationnement. Les gens entrent dans les magasins comme ils veulent et en sortent les bras chargés de sacs. Des sacs en plastique. Et qui finissent souvent par terre, comme elle le remarque sur les coins de rue, empêtrés dans des emballages vides et autres trucs dont elle préfère ignorer la provenance. Son regard se fixe sur une enseigne. Tabagie. On y vend du tabac? Ça fume encore du tabac ici? Mais le rêve idiot insiste. Elle y prend souvent son café. Ah bon? Ben, pourquoi pas? Ça sera plus calme à l'intérieur. Elle pousse la porte. Des arômes de café aux saveurs de noix grillées un peu caramélisées l'accueillent. Comme les jours de fête quand sa mère réussissait à troquer les mangues de son jardin au marché noir pour quelques graines. Une tasse chacun, pour son père, sa mère et elle, pour souligner un anniversaire ou une bonne note. « Allô, Estelle, comme d'habitude? » Elle connaît cet accent chantant qui allonge les voyelles finales. La caissière s'appelle Annie. Elle n'habite pas loin de chez elle et suit des cours de rattrapage au cégep. Estella donne la seule réponse évidente. « Oui, merci. » Son accent à elle, par contre, est le même. Ses airs roulent toujours autant. Le rêve idiot aurait pu au moins arranger ça. La dénommée Annie lui sert un café dans un contenant en styromousse coiffé d'un couvercle, en plastique, et un sandwich jambon-fromage, lui aussi emballé dans du plastique. Si l'on est en 1985, ces emballages finiront aux poubelles. Aucun recyclage. Elle paye avec de l'argent en papier, reçoit de la monnaie en échange, des pièces de métal. Il y en a même en cuivre. Elle a presque envie de sourire. C'est si familier et si étrange à la fois. Voilà.
Merci, Just Tellier. Alors, on poursuit avec Jean-François Caron, poète et romancier né en 1978. Jean-François a déjà fait paraître 5 ouvrages, dont le roman De Bois debout, qui lui a valu d'être finaliste en 2018 au Prix littéraire des collégiens, au Prix des libraires du Québec et au Prix littéraire France-Québec. Résident à Saint-Béatrix, dans l'Anaudière, il a accumulé les expériences de travail pigiste, enseignant, camionneur, puis coordonnateur de la bibliothèque de son village. Son œuvre, ancrée dans le territoire, est teintée de la poésie de l'oralité, donc ça va bien se lire, ça, et se construit autour des thèmes de l'identité et de la filiation. Il nous lira ce soir un extrait de Beau Diable, un roman conté qui est un piège et qui commence par une voix dans le noir. Jean-François. Salut. Ça commence par une voix, la mienne, dans le noir. C'est tout ce que ça prend. Puis la lumière se fait doucement pour qu'on puisse tout voir venir et aller, tout entendre se placer. Il y a des bruits de vaisselle et de couverts, mangeailles et jasage étouffés. L'éclairage vient d'être tamisé. À soir, le resto chez Mado prend ses airs de cabaret. Un lascol sur la bière vient d'être annoncé. Derrière son bar, Vicky a été claire. Si vous voulez boire, c'est maintenant ou à l'entracte. Elle aussi voudrait profiter de sa soirée. L'excitation est palpable, la sentez-vous comme moi? Ça fait toujours bien trop longtemps que Madeleine a organisé un de ses soirs pas ordinaires. Je m'appelle François, devant vous autres, je prends mes aises puis mes grands airs. Attention, c'est sur le point de se faire. Pendant que vous m'écoutez, tout devient un peu plus clair. C'est un jour qui se lève sur nous autres, pareil à ce matin-là, quand je dors encore. La peau collée au tissu rugueux du vieux Chesterfield orange et terre humide. C'est là, justement, que la magie opère, parce que si vous vous concentrez, vous le voyez, le divan orange, et vous me voyez, moi, étendu dessus, et en même temps que je tourne ma page, en même temps que moi, vous entendez, vous autres aussi, les coups qui résonnent pour me réveiller. Comme ces 3 coups distincts, incertains, lents, sur le comptoir du bar, toc, toc et toc. Et une voix, belle voix grondée, rugueuse et sobre, celle d'un homme sorti de loin dans mes souvenirs, sorti de bien trop loin, trop profondément enfoui. Et alors, vous me voyez dans votre tête, debout, dans cette vieille cabane de fond de bois qui vous apparaît comme une évidence autour de moi, avec pour seul vêtement mon vieux caleçon blanc sur la caboche, quelques épis épars et ma barbe écrasée d'un côté qui donne un air déformé à ma bouche en pâte à papier. Fait que vous me voyez moins dans votre tête, mais vous voyez aussi la cabane, maintenant la bien nommée Trappe à Edmond, mais ça, j'y reviens plus loin dans le livre, sise au pied de la vieille tour à feu du Mont-Saint-Louis, retapée par mes propres mains à moi, le François, que vous êtes en train d'apprendre à faire exister au-delà de cette salle à dîner du resto chez Mado. De l'autre bord de la porte que je suis sur le point d'ouvrir, il y a Jean. Beau Jean, grand Jean, mon bon chum, bon sang, pas vu depuis, je dirais, 2 lustres et demi. C'est la première fois que je le vois dans son attirail, attifé en camionneur, bottes à cap d'acier, veste carottée, dossard fluo, casquette Peterbilt, mesdames et messieurs. Un vrai beau Jean bien propre puis bien rasé, prêt pour l'ouvrage. En me voyant pratiquement tout nu, il part à rire. J'y réponds qu'il n'y a pas de décorum pour recevoir un vieux chum, surtout quand on vit au milieu du bois, tu sais. Le voir réapparaître me fait un sourire de 200 jours et 200 dents, et je lui ouvre les bras encore plus grands, et ce sera la plus étrange accolade qui soit pour le temps qu'elle durera. Et alors viennent entre nous les affaires qu'on se dit dans ce temps-là, tu sais. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais de bon? Oh, tu sais, moi... mais qu'est-ce qui t'amène, coudon?
Ouf, une bien longue histoire. Puis toi, en tout cas, content de te voir. Les mêmes mots depuis 1000 ans, une formule de conteur de celle qu'on utilise avant de commencer son histoire. Comme quand je vous dis, moi, ça commence par une voix, la mienne, dans le noir. Et à ce temps que vous me voyez, que vous voyez l'homme que j'accueille, que vous avez le décor plein la tête, on est prêt pour étirer encore un peu plus notre univers. Si on tend l'oreille, on entend un bourdonnement lointain, irrégulier. Loin derrière Jean, là d'où il vient, c'est un grondement tranché d'un frottement de lame, régulier comme un respire, grondement, frottement de lame, grondement, frottement de lame. Et ça repart et ça revient. C'est un bruit de ciseaux qui coupe du tissu, répercuté dans la fibre de bois d'une table, résonnant dans une salle à manger, résonnant dans une maison, résonnant dans une vallée, résonnant, se répercutant jusqu'à nous autres par la pensée. Ça se passe chez Jean. Ce bout d'histoire-là, ça se passe chez Jean et ce sont les mains de sa belle Mireille qui replacent et lissent le textile, coupe, replace encore, coupe. Dans la maison devenue un atelier s'accumulent les lambeaux de coton blanc, de lin crème, de velours cassé, de polyester écru, petits tas de formes inégales et longilignes. Et tandis que je vous conte le début de mon histoire, elle fredonne, la couturière. Entame une courte pointe inimaginable, impossible, parfaite. On la laissera donc à l'ampleur de son ouvrage pour tout de suite. Juste à temps, parce que Vicky apparaît aux alentours de la trappe à Edmond. Elle n'est pas à frotter ses verres en arrière du comptoir pour qu'ils soient impeccables quand elle nous sert. Non, mais au coin du bâtiment des bêtes, là où ça grouille de lapins, de cailles, de poules pour la survivance, tu sais. Elle nous regarde de loin, Jean et moi, belle hase curieuse sur deux pattes retroussées, et elle nous observe et penche la tête et se demande bien ce qui est en train de se passer. Elle avance et recule et reste en retrait sans vraiment disparaître. Jean la voit pas encore. Moi, je sais ce qu'elle fait. Parce qu'elle le fait toujours, puis parce que de toute façon, c'est mon histoire. On serait bien mal parti si c'était autrement, t'sais. Ce qu'elle fait, donc, elle sort de sa besace son crayon HB et son grand cahier, puis nous croque à volonté de son coin retiré. Elle retrace au plomb un trait d'union qui s'était effacé entre Jean et moi. Au fil de nos politesses, le regard de Jean suit le mien, trouve celle qui dessine, ma belle sauvagine. On se calme, on se calme. C'est juste un petit nom fin avec Vicky, c'est pas ce qu'on imagine. Quand elle vient au pied de la tour à feu, je prends le divan puis elle prend mon lit. Au matin, elle sort sans me réveiller, va sentir les alentours, voir si elle pourrait trouver de quoi de bon à crayonner sur les pages de son cahier. Un couple de hérons pêchant goulûment à la décharge du lac Rond. La lumière baignant un tronc tombé sur la rive de la brûlée. Tout ce qui vit, pousse et meurt intéresse sa mine et son papier. Il faut la voir qui sautelle sur les sentes étouffées. Elle s'arrête, se redresse ici et là et trace ce qu'elle voit ou ce qu'elle a dans la tête si rien se présente. Et revient à la cabane pour le déjeuner, me montre ses œuvres dessinées. Elle me raconte le moment de chaque train. L'odeur de la sève ou de l'humus, la texture du bois, l'écorce qui pourrit sous ses cuisses, ou l'histoire de chaque monstre de son invention, d'où lui vient l'inspiration de ces bêtes difformes étranges qu'elle imagine. Vicky, chère Vicky, qui chaque vers nous sert à soir, ce que vous savez pas, c'est qu'elle est aussi cette artiste impressionnante qui peut tout faire de n'importe quelle matière. Elle me fait souvent beaucoup penser à ma fille. Beaucoup penser à ma fille. Sorti de ma poche, caché dans mon poing, le galet du chagrin. 1, 2, 3. Je souffle. La tristesse fait son chemin. Et à mon compte, je reviens. Si Vicky se précipite dans chaque matin qui s'invente avec le même entrain, c'est parce que c'est là qu'elle se sent bien, qu'elle se sent vivre depuis toujours. Et c'est d'ailleurs pour ça, bien plus que pour moi, qu'elle vient se réfugier à la tour.
Elle a trouvé dans cette forêt un sanctuaire où se reposer. C'est sûr qu'elle aurait jamais abouti à la trappe à Edmond si j'avais pas su jouer, tu sais, du bon violon. Voyez-vous, Vicky, elle fait pas rien que dessiner. Elle est taxidermiste et un peu magicienne, si on peut dire. Les animaux morts, là, tu sais. L'empaillage, puis la vie qu'elle a réussi à remettre dedans. Elle le fait bien. Et vrai comme je suis là, je suis son principal fournisseur de peaux de gibier. Les lièvres, les lynx, les pécans, les ratons, les rhodos, amène-en, moi t'en mettre. Ça fait qu'elle court mon territoire de trappe avec beaucoup d'intérêt, pistant ce qui grouille et qui court au-delà des sentiers des hommes. Et elle apprend les rudiments tranquillement. Voudrait bien trapper elle-même un castor, un renard, un coyote. Elle sait de mieux en mieux en pister les traces. Elle va y arriver. Mais ce qui l'appelle surtout est un peu plus, disons, particulier. Ce qu'elle voudrait voir de ses yeux vus, de même qu'on la voit en vrai en arrière de son bord, c'est celui que j'ai bien nommé Beau Diable. Ce bel animal étrange, impossible à capturer. Un qui se sauve de tous les pièges, les contourne, les déjoue le baptême. Sorte d'aberration enfantée par le bois jamais brûlé qui couvre les vallons du pied, de la tour et des alentours. Merci. Wow, quelle interprète! À la liste des carrières, là, après camionneur, je pense qu'on pourrait peut-être penser à une petite carrière de comédien, Jean-François. Puis on est revenu aux animaux empaillés, finalement. La pie empaillée, c'est ça, la suite est là. On est dans la logique. Alors, on poursuit avec Mireille Gagné, romancière, nouvelliste et poète. Mireille est née à l'Île aux Grues et vit à Québec. Elle travaille dans le domaine de la culture et des communications. Elle a publié 4 recueils de poésie et 2 recueils de nouvelles. Grâce à son premier roman, Le Lièvre d'Amérique, attention, Mireille Gagné a été notamment lauréate d'Une ville, un livre en 2021, lauréate du prix de création littéraire 2021 du Salon international du livre de Québec et de la Ville de Québec, finaliste du prix Les Inrecuptibles catégorie premier roman, finaliste du prix Vepler Fondation La Poste première sélection 2021, première sélection du prix des libraires du Québec et mention spéciale du jury du prix Sangor. Et elle est avec nous ce soir. Elle lira un extrait de son plus récent recueil de poésie, Bois de fer, tramant intimité et science des arbres en une suite de fragments poétiques. Mireille Gagné signe avec Bois de fer un texte écologiste et mordant qui conserve jusqu'au bout l'espoir de générer du bois neuf, d'être sauvé de l'extinction. Mireille. Tout a commencé il y a quelques semaines. Sorti de nulle part des taches, plein de taches, jaune, orange, mauve, rouge, écarlate. Depuis, j'ai beau retourner ma peau dans tous les sens, l'asperger d'eau de javel, la faire tremper avec de l'oxycline, la gratter, les meurtrissures ne veulent pas partir. Au contraire, elles s'accroissent chez le psy. Je ne saurais pas décrire ma sensation, une fatigue extrême décuplée par la présence de parasites envahissants. Un insecte nuisible, tiens, une spongieuse d'Amérique qui pond ses œufs dans l'une de mes crevasses, arrache le poil rugueux de son abdomen pour protéger sa progéniture. Quand on touche aux amas duveteux, ça provoque de l'urticaire. Pour s'en débarrasser, on doit détruire les nids un par un, laver l'écorce avec de l'eau et du savon, noyer les petits avant qu'ils ne fassent d'autres petits. Malgré tout, je continue, je persiste, je m'acharne, je coupe du bois jusqu'à l'épuisement, j'enfile mon écorce la plus scintillante, je rase le sol lors de vos visites. Pour camoufler mes tâches, c'est simple, j'attire votre attention ailleurs, sur la maladie de l'arbre d'à côté, sur l'écureuil vers le ciel, la fleur sur le point d'être écrasée. Je redoute que vous m'étaliez sous une table, sous une loupe lumineuse. Je n'ai jamais véritablement compris le small talk.
Dans l'espoir de me réanimer, j'ingurgite toutes sortes de savantes mixtures bio, de vitamines, de capsules colorées, décolorées. J'arrête de consommer du gluten, du soya, du riz, du maïs. Vous angoissez tous à m'arroser. Donnez-moi juste un peu d'espace. Allouez-moi une terre, une île, une forêt pour m'enraciner. Cette désagréable aperception d'asymétrie, je ne suis jamais entièrement satisfaite de mon feuillage, de ma droiture, toujours peur d'être déclassée, un balai de sorcière coincé quelque part derrière la nuque, mon écorce tire entre l'omoplate et la clavicule. Malgré tous les efforts investis pour lâcher prise, je repère toujours une surface, un œil, une flaque d'eau, un souvenir, où mon image se reflète inachevée. Avec le temps, j'ai perdu de mon essence. Je doute que vous vous en soyez rendu compte, comme si mon effluve intime s'était échappé par une toute petite lésion dont j'ignorais moi-même l'existence. Depuis, j'ai peur de me perdre dans le boisé d'en face, de ne pas retrouver ma trace. L'anxiété est dense. La banlieue est pactée d'échos, de silence, de grésillements. Mon corps se cabre, adopte des positions inextricables. Mes vertèbres bloquent, se tassent, se déplacent. Mes feuilles se rétractent. Le chiro ne trouve jamais le bon nœud. Il insiste sur les balançoires et les mangeoires d'oiseaux quand tout ce qu'il devrait faire, c'est m'élaguer. Je prends rendez-vous chez différents spécialistes. Désespérément, j'aborde tous les coins sombres du bois, les encavures, les essouchements, les nombreux éboulis et abattis. Chez l'acupuncteur, j'évince les pucerons. Rien n'y fait. La douleur est ailleurs. Voir ne signifie pas qu'on touche à l'essentiel. Mon prof de yoga me répète inlassablement que je dois apprendre à m'en calmer. Il faut inspirer amplement, permettre à l'air de pénétrer par ses orifices, remplir son corps couche par couche. D'abord l'écorce, ensuite le phloème, le xylème, jusqu'à la moelle. Attendre quelques secondes, puis expirer lentement, sentir enfin le relâchement. Mais ce qui s'avère le plus difficile vient après. Il paraît que le lierre naît de l'anticipation. Une fois germé, il n'arrête jamais sa course. Il grimpe le long des troncs grâce à ses racines aériennes à crampons. Il enveloppe et asphyxie les branches inférieures en filtrant le soleil. Son poids rend l'arbre plus vulnérable au déracinement causé par le vent, les fortes pluies, la neige, la glace. Les horticulteurs ont beau dire qu'on l'appelle à tort le bourreau des arbres, car il ne les tue pas. Ne vous méprenez pas sur sa verdure et ses feuilles ornementales persistantes. Ses baies sont mortelles. Il y a toujours des endroits plus mous à l'intérieur, des recoins où le bois a commencé à pourrir par en dedans. Pour les réparer, je commence d'abord par chercher le trou. Du bout des doigts, je ne le détecte pas toujours du premier coup. Mes mains parcourent mon corps jusqu'à ce que mon ongle s'accroche à l'écorce. Le trou est parfois si large que j'arrive à enfiler le poing. Il est souvent exigu. Je suis contrainte de le forcer pour agrandir sa circonférence. La plupart du temps, il saigne, il crie. Je le bouche avec des brindilles, de la soie, des animaux morts ou blessés. La brèche finit toujours par se refermer, ne laissant à la surface qu'une cicatrice fibreuse, un anneau de croissance de plus dans le tronc pour vous rappeler mon point de rupture, mon altéranabilité. Depuis quand exactement me rendez-vous visite la nuit? Installé dans un mirador caché derrière mes cheveux, vous bardassez, scrutez la forêt jour et nuit, attendant une bête qui ne passe pas. Impatient, anxieux, vous sacrez, cassez mes gourmands, tirez du 12 pour faire déguerpir les enfants et les corneilles. Dès que ça crie, je recommence. Je découvre une cavité supplémentaire que je ne connaissais pas. J'ai le mauvais pressentiment que vous vous acharnez à creuser des tunnels à l'intérieur de moi pour vous remplir les poches de sciures et de copeaux. Je vous imagine revenu chez vous le soir affairé, à les compacter en bûches et confortablement assis devant votre foyer, à les observer brûler avec satisfaction.
C'est le moment d'amorcer l'opération de scarifiage, me convainc mon thérapeute. Il explique que ce traitement sylvicole consiste à perturber la couche d'humus et la basse végétation afin d'ameublir le sol et de le mélanger à la matière organique. La procédure est simple, mais douloureuse. Une fois celle-ci terminée, j'observe encore ébranlées mes entailles. J'appréhende ce à quoi elles me donneront accès. Après avoir pulvérisé l'insecticide, impossible de prédire la quantité d'insectes sur le point d'être expulsés du nid. Survivre à l'extinction, survivre à l'extinction, survivre à l'extinction, survivre aux chiens qui pissent, survivre à l'extinction, survivre à l'extinction, survivre aux milieux stériles, survivre à l'extinction, survivre à l'annihilation quotidienne, survivre. Merci Mireille. J'avoue que l'air est tellement sec au Palais des Congrès qu'après une journée ici, j'ai un peu l'impression de me transformer en morceau de bois, moi aussi. Alors, on termine la soirée avec notre dernier auteur, Seréam, qui est né en France et qui est arrivé au Manitoba avec sa famille en 2017. Seréam est un artiste multiforme qui explore la poésie à travers différentes pratiques. Poète, écrivain, slameur, chansonnier, metteur en scène, comédien et peintre. Il était le cofondateur et le rédacteur en chef de la Tribune du Jolly Roger et le directeur artistique de la maison d'édition et compagnie théâtrale Une poignée de loups en laisse. Seréam déploie ses mots et sa vision du monde depuis 1995. Il parie toujours sur la poésie en multipliant les collaborations avec d'autres artistes au Canada et en Europe, en misant sur l'invention de nouvelles formes vivantes ou écrites. Son premier livre, édité au Canada, Ticket Mont-Blanc Winnipeg Express, a été lauréat du prix littéraire Carol Shield de la ville de Winnipeg et du prix du livre du Manitoba Book Awards. Seréam, la parole est à vous, monsieur. Je tiens à remercier le Cabaret des Curiosités et le Salon du Livre de Montréal pour cette invitation. Je suis honoré. Je vous propose 5 textes courts. Le premier s'appelle « Père contrasté ». Avant de venir ici, je vivais là-bas. Avant de me fondre ici, j'étais de là-bas, d'un coin que tu ne connais sûrement pas. Et je voulais qu'ici, que j'appelais là-bas, devienne mon chez-moi. Alors j'ai quitté là-bas, que j'appelais ici, pour me rendre là-bas. Et je me retrouve donc ici, si tu m'as bien suivi. Maintenant, lorsque j'évoque mon ancienne ici, j'en parle comme d'un endroit très loin là-bas. C'est vrai qu'il est bien loin, cette ancienne ici, où j'ai laissé des parents, des amis et des paysages. Parfois, je m'embrouille. Je note que mes amis et ma famille restés là-bas s'embrouillent au téléphone aussi. Ils me parlent de chez nous, comme si j'étais encore avec eux là-bas, et leur chez nous est en fait leur chez eux, car je n'y suis plus. Je suis devenu un souvenir pour eux là-bas. Et ici, j'ai apporté des souvenirs d'eux sans payer d'excédent de bagages. C'est étonnant, car les souvenirs sont lourds parfois. Maintenant, ici, je dois faire face au présent et j'ai l'impression d'oublier beaucoup de souvenirs de là-bas. Mon nouveau chez nous est ici, avec les copains d'ici qui ne ressemblent pas aux copains de là-bas, mais qui sont aussi gentils et attachants. J'ai emporté ici, dans ma valise, des trésors de là-bas. Je ne suis pas plus riche ici que je ne l'étais là-bas. Ces trésors ne comptent pas pour les rois ou pour les banquiers, maintenant que mes valises sont posées. Je n'ai jamais compris les gens qui me parlent de changer de vie. On ne change pas de vie comme on change de caleçon. La vie vaut mieux qu'un caleçon. Pour moi, c'est toujours la même vie. Les gens sont bizarres, parfois, qu'ils soient d'ici ou de là-bas. La plus petite salle de petit déjeuner du monde. Dans un des 2 motels d'Ardennes, juste après Nipawa. Le patron sympathique me rappelle un personnage du Lotus bleu d'Hergé.
suis d'humeur à plaisanter après 2h30 de route. Lui est d'humeur à rigoler car son stationnement est bien rempli. On se dit à demain. Je prends le temps d'examiner ce musée miniature improvisé de la petite cuillère en métal. Il y a des thèmes, des séries, des collections spéciales, personnages, célèbres, blasons, drapeaux, villes, plantes, fleurs, monuments, suspendus sur des supports en bois conçus pour, derrière des vitrines avec verrous dispersés un peu partout dans la petite pièce qui fait office de réception. Les petites cuillères ont tout un air de petites filles tristes, oubliées de tous, orphelines. Elles pendent. Nuit. Salutations matinales avec le patron, rit et trépigne déjà. Breakfast this way. Sa main gauche m'indique une salle à ma droite. Son sourire accompagne sa main, son regard accompagne son sourire. Je suis les indications. Une toute petite table avec 4 tabourets au centre de la pièce. Impossible de circuler autour, il faut marcher de profil entre la table et les buffets, les frigos, les plans de travail et d'autres vitrines d'exposition de petites cuillères. Elvis Presley fait partie de la collection permanente, juste à côté de moi. Elvis! Je prends mon café avec le King, vraiment pas un motel ordinaire. Au sommet d'un placard, une rangée de cartons de 5000 petites cuillères en plastique. Sur le buffet, des distributeurs de petites cuillères en plastique à la disposition des clients et des distributeurs de petites cuillères en inox. Dans ce motel, une chose est sûre. Il ne rigole pas avec les petites cuillères. Pourquoi les dieux du rock s'étaient penchés avec tendresse sur le berceau de ma fille, nouvelle-née dans la chambre aux carreaux fendus. Ma fille, 16 ans, aime les Beatles. Sa chambre entière chante les Beatles. Paul McCartney passe à Winnipeg. Ticket très cher, place les moins chères, entrons dans l'arène. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, arrivons au troisième. Les fans circulent. Une ange très belle s'approche de nous. Longs cheveux noirs, profonds yeux noirs, sourit. Demande nos tickets, sourit encore, questionne ma fille. Do you like Paul? Egypt Station, your favorite song? Propose un pacte. Nouveau ticket, sourit toujours. Les meilleures places, devant la scène, juste devant Paul. On se regarde, c'est pas possible. L'ange sourit aux anges. Boule dans ma gorge, ma fille qui pleure, notre ange aussi. Un au revoir, la suite du rêve, trouver nos places. On est sous le choc, des sièges chics sans faire de chèque. On n'y croit pas. Mais pourquoi nous? C'est impossible. I work for Paul and you look like a cool dad, avait-elle dit. Devant la scène, devant la scène, devant la scène. 10 minutes avant le début du concert, derrière les barrières, notre ange est revenu nous faire coucou et nous sourire. 2h45 de show, on a vu un Beatle, on a vu McCartney, incroyable, inimaginable. Let it be, nous a dit Paul. Let it be alors. Ok. Et pour finir en beauté, train qui passe. La locomotive doit tirer une centaine de wagons. À Winnipeg, les trains roulent à la vitesse d'un cheval au trot qui prend son temps, qui s'arrête pour brouter et contempler le paysage. Les signaux sonores retentissent, les signaux visuels rougissent, le train va passer, alors je le regarde. Un train de poèmes, avec des wagons de poèmes,
Wagon de poèmes d'Amérique du Sud, wagon de poèmes du Maghreb, wagon de poèmes que je rêve d'écrire, wagon de poèmes de poètes franco-manitobains, wagon de poèmes québécois et acadiens, wagon de poèmes du Luxembourg et du reste de l'Europe, wagon de poèmes de Michel Butor, wagon de poèmes de poètes inconnus qui mériteraient d'être connus, wagon de poèmes de poètes haïtiens, wagon de poèmes infatigables, wagon de poèmes de poétesses, wagon de poèmes africains, autre wagon de poèmes de poétesses inconnues, wagon de poèmes de jeunes poètes de partout, autre wagon de poèmes de Michel Butor, wagon de poèmes sur les rivières, wagon de poèmes sur les chants des oiseaux. Puis le train arrivera en gare, il faudra décharger les wagons de poèmes, les conditionner dans des caisses, surveiller la température et le niveau d'hydrométrie et veiller à ce qu'ils aient toujours un petit peu d'air, et les distribuer sur les places publiques, sur les places financières, sur les lieux de travail, sur les lieux de culte et ceux incultes, sur les téléscripteurs, sur les ondes, dans les ordres du jour, dans le désordre des soirs, dans les îles, dans les amphis, de l'océan de l'Ouest à l'océan de l'Est, avant leur date de péremption. Le train est passé, ma rêverie emportée. Ce poème aurait sa place dans le wagon de poèmes sur les trains qui passent. Merci beaucoup. Wow, c'est vraiment haut, ça. Alors, c'est ce qui conclut le cabaret de curiosité de ce soir. Je remercie toute l'équipe, à la technique, l'équipe du Salon du Livre de Montréal qui a mis en œuvre la soirée de ce soir. Merci à Just Tellier, à la musique. C'était formidable. On est chanceuses de l'avoir eu ce soir. Vous avez entendu tout un wagon de lecteurs, de poètes et de romanciers, romancières. Alors, David Cloutier, Raluca Antonescu, Virginie Savard, Isabelle Piette, Jean-François Caron et Mireille Gagné. Et Céram, hein, non, le dernier mais non le moindre. La plupart des auteurs présents ce soir seront encore en dédicace demain, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, ils sont bien sympathiques. Mon nom est Audrey Martel. C'est un immense plaisir de passer la soirée avec vous. Merci beaucoup. Merci.